Philippe Brière, je fais partie de l'association qui s'appelle Article 3, qui milite pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne dans l'article 3 de la Constitution. Tout le monde entend? Non. Non, c'est bien ce qui me semblait. Plus près? Voilà. Oui. Philippe Brière, donc je fais partie d'une association qui milite pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne dans l'article 3 de la Constitution. Sur ce sens qui s'appelle article 3, tout simplement. Et ma question, Monsieur Dubois, c'est où en est justement la Ligue des droits de l'homme en termes de création de ces réseaux, ces coalitions permettant de rééquilibrer un petit peu les pouvoirs vis-à-vis du césarisme et autres dérives de notre système aujourd'hui? On prend donc plusieurs questions, comme je vous l'ai indiqué. Donc une question à droite et une question au fond. Et une devant. Bonsoir, Lucas de Paris, des citoyens constituants et aussi de démocratie réelle. J'entends dire que l'élection crée de la légalité. J'ai plutôt l'impression, avec Rousseau, que c'est l'inverse, c'est-à-dire que, comme il disait que les Anglais étaient libres le jour de l'élection, après ils n'étaient plus du tout libres. C'est-à-dire que l'élection crée celui qui a le pouvoir, l'élu. Ce que je dirais, c'est que l'élection est une érection. Et je suis content qu'on ait mentionné l'article 27 de la Constitution, qui a été fait par les politiciens pour les politiciens, c'est-à-dire qu'il est effectivement interdit de leur reprocher de faire le contraire de leurs promesses. Donc c'est vraiment ceux qui décident qui ont le pouvoir. La démocratie, c'est la souveraineté de la population. On n'est pas en démocratie. La démocratie a été définie avec le tirage au sort pendant 2000 ans. La question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir d'autres interventions. Si je fais court, parce que bon, normalement l'égalité, c'est le fait d'avoir un peu d'égalité de temps aussi, disait Gori. Je dirais que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu dans avec des philosophes de garde qui défendent le système dans lequel ils sont, comme ils sont dans la République démocratique de France, mais on n'est pas dans la démocratie. Le mot a été dévoyé par une novlangue depuis les premiers partis politiques aux États-Unis. Je suis content qu'on ait mentionné la BCIS. C'était clair qu'ils ne voulaient pas une démocratie, et c'est pour ça qu'on est en 5e République et pas en 5e démocratie. Voilà. Donc je voudrais qu'on remette un peu le sens des mots. Voilà. Merci. Devant aussi. Au fond, Anne. Et devant. Ah, il y a devant aussi, là. Oui. Non. Non. Allez-y, allez-y. Ça marche? Oui. C'est bon. Jean-François Laval de Massy. À l'heure actuelle, il y a des débats sur des questions d'intérêt général. Et j'ai vu dans l'affaire du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, comme dans la discussion sur le travail, un certain nombre de militants qui s'opposent au principe même du référendum en évoquant les plébiscites anciens. Est-ce que ce type de participation, de réponse des citoyens à une question qu'ils comprennent est vraiment impossible à nous, ou faut-il... N'avons-nous rien à tirer des expériences exotiques de la Suisse ou de la Californie, par exemple? Lucille Bourquelot, LDH. J'ai été un peu frustrée par la faible... Plus fort. Oui, pardon. Lucille Bourquelot, LDH. J'ai été un peu frustrée par la faible place que vous avez faite à la démocratie locale, parce qu'il me semble que, ne serait-ce qu'en matière de non-méconnaissance d'autrui, en matière de reddition de comptes, et dans le cadre de la globalisation, les ressources de la démocratie locale sont très importantes. Très bien. Donc on va peut-être répondre déjà à ce premier jet de questions. Monsieur Rosanvallon. La question qui était posée sur le fait qu'on ne vit pas en démocratie, en tout cas nous vivons dans une démocratie très insatisfaisante. Et je crois que c'est le but de cette discussion que lance sur plusieurs séances la Ligue des droits de l'homme. Et la démocratie ne se réduit pas à la procédure électorale. C'est ce qu'il faut dire et répéter sans cesse. Et même une élection améliorée ne remplira pas
le projet démocratique. Ça, c'est ce qu'il faut se rappeler. Et que la démocratie, elle est de l'ordre d'une qualité de la relation de pouvoir. La démocratie, c'est un pouvoir que les citoyens peuvent s'approprier. Et on ne s'approprie pas simplement le pouvoir parce qu'on nomme des gens, on s'approprie le pouvoir parce qu'il rend des comptes, on s'approprie le pouvoir parce qu'il est lisible, parce qu'il est plus transparent, parce qu'on peut le contrôler, parce qu'il y a des éléments de surveillance. Et si l'on regarde par exemple au niveau européen, on voit bien que démocratiser l'Europe, ça n'est pas élire le président du Conseil européen au suffrage universel. Démocratiser l'Europe, ça veut dire que ce ne soit plus la boîte noire, ça veut dire qu'il y ait une reddition de comptes, ça veut dire que ça devienne lisible, ça veut dire que les citoyens puissent s'approprier, ce qui n'est pas le cas, ce qui se passe à Bruxelles. Ce qui se passe à Bruxelles est quelque chose de lointain. Et être dominé, c'est être face à des institutions illisibles qui ne rendent pas de compte. Donc vous avez raison, il faut aller davantage dans ce sens-là. Sur la démocratie locale, juste un mot sur la démocratie locale, il y a une différence considérable entre la démocratie locale et nationale. Ce n'est pas simplement une différence d'échelle. C'est que la démocratie locale, elle est pour l'essentiel vouée à la gestion de services communs. En matière d'habitat, de transport, de sport, etc. Et on le voit bien d'ailleurs, l'intercommunalité, qui est aujourd'hui le moteur de la vie locale, c'est uniquement de la gestion de services, et d'ailleurs qui est gérée très peu démocratiquement. Mais la grande différence entre démocratie locale et démocratie nationale, c'est qu'il n'y a pas au niveau local de dimension redistributive. Ce qui fait la clé de la démocratie nationale, c'est que la démocratie a pour but de construire un espace de redistribution sociale. Ça, c'est de construire la démocratie comme forme de société. Et au niveau local, l'impôt, il est strictement proportionnel, il n'est jamais progressif. Vous payez des taxes d'habitation, des taxes foncières, des taxes d'ordures ménagères, en fonction de ce que vous consommez. Ou de la surface de votre maison ou de votre appartement, et pas du tout, ça n'est pas du tout une fonction redistributive. Donc ça, c'est une très grande différence, et on peut dire que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on peut parler de la possibilité de développer des mécanismes d'autogestion au niveau local, parce que l'autogestion présuppose que des personnes, des citoyens se trouvent dans un même rapport à l'institution. Alors que l'autogouvernement, c'est différent, parce que chacun d'entre nous, il est à la fois producteur, consommateur. Le gouvernement, c'est le lieu où, justement, doit se trancher, je dirais, les contradictions qui existent dans la société. Alors que l'autogestion, mais le mot gestion est d'ailleurs parlant, c'est-à-dire que l'on met en commun des savoirs, on met en commun des décisions, parce qu'on est dans un même rapport à l'institution. Et d'ailleurs, on peut dire que la limite du mot autogestion, c'est le mot gestion, justement. Auto, c'est très bien, mais gestion, c'est la limite. Sur le référendum, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le référendum Notre-Dame-des-Landes? C'est qu'au-delà de la question posée dans le référendum, c'est quel est le territoire pertinent du référendum. Et est-ce que c'est les gens qui habitent à 10 km à la ronde? Est-ce que c'est ceux du département, ceux de la région? Pourquoi pas national si on pense que c'est d'importance nationale? Et on voit bien par là que la procédure est en quelque sorte moins importante que l'espace pertinent de la démocratie dans ce cas-là. Et moi, je regrette beaucoup que la discussion n'ait pas porté sur ce point précis. Dire qu'on est pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, c'est une chose, mais quelle est la collectivité pertinente de référence? Et la démocratie, c'est réfléchir à cela. Parce que c'est pas, moi je n'ai pas de solution évidente pour dire sur ce cas-là, par exemple. Et la même chose pour le barrage de Sivins, même s'il semble avoir un impact écologique tout de même beaucoup plus limité. Donc là, on pourrait penser a priori que c'est moins national. Mais qu'est-ce que le référendum suisse a appris? C'est qu'il y a beaucoup de référendums suisses qui ne peuvent pas être mis en application. Pourquoi? Parce que si le référendum pose un principe très général, le problème est celui des conditions de mise en œuvre et d'application de ce principe. Et beaucoup de référendums en Suisse ne sont pas suivis des faits
Parce que soit ce référendum est contraire à des traités internationaux, soit ce référendum, il n'y a pas le contenu normatif qui peut le développer. Quand Bocher fait voter et obtient la victoire pour dire il faut se débarrasser des étrangers, c'est très bien. On vote sur un principe général. Mais après, quelles vont être les conditions d'instrumentalisation? Et c'est là que les difficultés commencent. C'est pour cela que je pense que le référendum est une procédure démocratique qui ne marche qu'à deux extrêmes. Soit très locale, parce qu'à ce moment-là, c'est de la vraie démocratie participative, enfin relativement locale, soit pour les questions, vraiment, on peut dire, de fondement de la société. Donc, la Constitution. Donc ça, il est évident qu'un référendum constitutionnel prend sens. Mais beaucoup de référendums ont une difficulté, c'est que ce qui est important, c'est de construire des politiques. Et le référendum présuppose qu'une décision instantanée vaut une politique. Non. Or, la démocratie, c'est construire un monde commun. C'est construire une histoire, c'est construire une politique dans le temps. Et ça n'est pas simplement, à un moment donné, penser qu'une seule décision, par exemple, voulez-vous limiter l'entrée ou pas des réfugiés? Non, parce qu'il va y avoir un problème historique des réfugiés dans les années à venir. Donc il faut une politique vis-à-vis des réfugiés et pas simplement une décision momentanée. Et je crois que, de même que je disais tout à l'heure, que les républicains, sous le Second Empire, n'avaient pas l'intelligence, je dirais, de leur critique du régime, eh bien, sur cette question centrale du référendum, qui aujourd'hui est un élément central dans l'argumentation d'extrême droite, eh bien, il n'y a pas souvent assez en face, je dirais, une argumentation pour dire quels sont les espaces pertinents du référendum, quels sont les cas dans lesquels le référendum, et je tenterai à dire que les deux grands domaines, c'est le très local et le constitutionnel. Entre deux, il y a des choses qui sont possibles. Mais il faut argumenter pourquoi le référendum n'est pas toujours la solution démocratique. Et avoir une théorie démocratique du non-recours au référendum dans un certain nombre de cas, parce que ça, c'est quelque chose qui est devant nous pendant des années. Tous les partis d'extrême droite veulent des référendums et ils veulent des référendums et ils les obtiennent dans un certain nombre de pays. Et ils les obtiennent lorsqu'il y a des possibilités de référendum citoyen, parce qu'ils ont le nombre de signatures qu'il faut pour organiser le référendum. Donc ça, c'est une question qui va être devant nous pendant des années. Donc il faut être capable d'argumenter, me semble-t-il, sur ce point-là. Jean-Pierre. Ça ne pouvait pas être suivi, ça ne pouvait pas vraiment être suivi des faits, parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, si on avait dit, s'il y avait un non, ça veut dire quoi? On suspend à ce moment-là la construction européenne. Le référendum n'aurait jamais dû être tenu, parce que ce référendum, il était organisé par des personnes qui pensaient que c'était le moyen de consolider leur politique. Donc c'est un référendum qui était tenu pour des raisons politiciennes et absolument pas pour des raisons démocratiques. Donc on a raison. Ben oui, là en l'occurrence, ça n'avait pas de sens. Pourquoi? Parce que si la réponse est non, comment instrumentaliser ce non? Le non, c'était quoi? C'était quelle autre procédure lancer après? Dans la mesure où ce référendum, en fait, c'est le traité de Lisbonne qui l'a remplacé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la gestion interétatique et pas dans la construction constitutionnelle. Ça n'avait rien d'une constitution, le texte sur lequel on a voté. Et Giscard d'Estaing a eu tout à fait tort de penser que la magie des mots allait faire avancer l'Europe. Mais justement, l'Europe meurt de la magie des mots. Parce que nous avons commencé dans les années 80, quand nous avons vu qu'il y avait des difficultés de l'État-providence, on a dit la solution c'est l'Europe sociale. Quand les politiques industrielles étaient plus difficiles, on a dit c'est l'Europe industrielle. Et peu à peu, l'Europe est devenue le nom que l'on donnait à notre impuissance nationale. Et il y a bien un moment où il est apparu que l'Europe ne pouvait pas tenir toutes ces choses-là. Parce qu'il y a un chiffre qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de l'Europe, c'est que le budget européen n'a pas changé depuis le traité de Rome. Depuis le traité de Rome, le budget européen, c'est 1% du PIB des pays concernés.
avec 0,4% pour l'agriculture, 0,4% pour les politiques sectorielles, 0,2% pour le fonctionnement et un tout petit quelque chose pour les politiques pour les étudiants d'Erasmus ou des choses comme ça. Et donc, on a gardé 1% et on a projeté de plus en plus un rôle à l'Europe. C'est cela qui n'allait pas. Et là, il y a eu une espèce de, on pourrait dire, de trahison des gouvernants, qu'on fait croire que ça allait dans ce sens-là. Et tous ceux qui disaient cela, en même temps, refusaient absolument qu'il y ait le développement d'une fiscalité européenne, ou refusaient absolument qu'il y ait une forme de redistribution en Europe. Parce que vous pensez bien qu'entre le milieu des années 1950 et aujourd'hui, les prélèvements obligatoires, ils ont triplé en France. Et là, on restait à 1%. Donc, paradoxalement, la construction nationale s'est beaucoup développée depuis les années 50, alors que la construction européenne, elle ne s'est pas développée. L'Europe a réussi à être un marché, et l'Europe a réussi à être un espace juridique. C'est beaucoup, mais ça n'est que ça, vraiment. Oui, j'ajouterais à ça que je partage très largement que la construction européenne s'est faite de manière anti-politique. En raison de l'échec de la communauté européenne de défense, ce qu'on appelle toujours la ruse de Jean Monnet, c'était contourner le politique. C'est-à-dire faire en sorte qu'on passe par l'expertise, par une espèce de système qui impose des normes commerciales, douanières, puis monétaires, etc. Et puis le politique suivrait. C'est une illusion terrible de penser que le politique peut suivre, parce que le politique doit précéder, sinon il n'y a pas de légitimité. Une des raisons de ce qui s'est passé en 2005 et de ce qui a failli se passer en 92, parce que ça s'est joué à très peu de choses, c'est que la première fois qu'on a demandé aux Français de voter sur l'Europe, c'était 35 ans après le traité de Rome, en 1992. Il y a eu 2 scrutins sur l'Europe, parce que les élections au Parlement européen, actuellement, ne sont pas des élections sur l'Europe. Elles sont nationales. Les listes sont nationales, et donc, ça aussi, c'est la 2e division du championnat de football. Hein, c'est rien d'autre que ça. Et donc, il n'y a pas de vie politique européenne, et il n'y a pas de décision européenne. Quel président avait un mandat pour négocier un sommet européen? Personne. Ni Mitterrand, ni Chirac, ni les autres. Les élections présidentielles ne se font pas là-dessus. Donc certes, ce sont des gens qui sont élus, mais les responsables des États qui ont le vrai pouvoir en Europe pour l'essentiel des institutions européennes, ils n'ont pas de mandat. Il y a 2 exceptions, à ma connaissance, c'est le Danemark et les Pays-Bas, où le Premier ministre fait un débat au Parlement avant chaque sommet européen pour dire « Quel mandat me donnez-vous pour aller au sommet européen ?» Vous imaginez Hollande demandant aux députés de lui dire ce qu'il peut faire? C'est pas possible chez nous. Les députés ne servent pas à ça. Quand les députés veulent faire la loi, on dit qu'ils sont des frondeurs. C'est l'imaginaire de Louis XIV. Hein. Vous voulez faire la loi, vous êtes député, c'est la fronde. Voilà, c'est un vocabulaire de monarchie absolue. Et donc, nous sommes dans un système où on n'a pas assez demandé aux gens ce qu'ils souhaitaient pour s'identifier à un projet politique européen. Et en plus, effectivement, ce n'était pas une constitution, c'était un fourre-tout, il fallait être d'accord, y compris avec des questions économiques et sociales qui choquaient beaucoup de monde, et qui n'avaient pas leur place dans une constitution. Donc, problème mal posé, problème posé trop tard, on a oublié qu'on ne fonde la légitimité que sur un projet politique partagé. Il n'y a pas de projet politique partagé par les citoyens européens, donc l'Europe n'a pas la légitimité qui va avec, plus le fait qu'en effet elle n'a pas les moyens, et que donc à un moment donné, ça revient à détruire le politique, hein, de transférer autant d'attentes sur des gens qui n'ont pas les moyens et l'organisation et la légitimité pour le faire. Je reviens sur d'autres questions qui ont été posées. C'est un peu anecdotique, mais Rousseau n'a pas dit que c'était l'élection qui créait l'inégalité, il a dit que c'était le dessaisissement. Quand il dit le peuple anglais se croit libre, il est dans les fers, c'est à cause du mandat représentatif. Il n'était pas contre l'élection, il était contre le mandat représentatif. Mais bon, c'est une question qui revient aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de mal à admettre le dessaisissement. Et moi, je pense, ça me permet de répondre un peu à la question qui était posée sur qu'est-ce que la Ligue, dans ses cartons ou dans ses projets sur ces questions-là, je pense que nous devons penser la représentation sous contrôle. Parce que nous ne pouvons pas nous passer de la représentation, mais nous devons penser la représentation sous contrôle. C'est-à-dire des procédures en cours de mandat qui permettent de réellement contrôler les élus. Parce que personne ne peut se passer de l'élection ou de mode de désignation de gens qui... Personne ne peut imaginer... Nous ne sommes pas à Athènes, hein, et encore à Athènes, il y avait 10% de la population adulte qui votait du temps de Périclès. Hein, mais on ne peut pas réunir les Français place à Concorde. Donc on sait bien qu'on a besoin de ça. Même Rousseau l'admettait d'ailleurs. Lui, il pensait au mandat impératif et révocable. C'est un peu difficile probablement d'imaginer ça. Et en plus, tout ce que Pierre-Rosan Vallon disait sur la durabilité fait que c'est un problème. C'est scandaleux que les gens ne tiennent pas leurs promesses, mais d'un autre côté, penser qu'on va pouvoir, en 2007, dire pour les 5 ans à venir, vous faites ça et rien d'autre, quoi qu'il arrive, c'est pas possible.
Quand Sarkozy disait il y a eu la crise de 2008, c'était pas faux. Il s'en est servi de manière qu'on peut critiquer, mais c'était vrai que ça a bouleversé énormément de choses. Donc on ne peut pas non plus dire, voilà, on vous enferme pour 5 ans dans un mandat impératif permanent. En revanche, permettre aux citoyens de contrôler l'exercice des mandats en cours de route, oui, c'est vraiment une nécessité d'autant plus grande que les gens supportent de moins en moins les délégations. Donc ça, nous avons à le faire. Mais... La question, c'était avec qui vous parliez d'un réseau de rapport de force. Le César ne va pas se laisser faire, quoi. Alors, la question, c'est une autre question pour moi très importante, y compris professionnellement, puisque je suis un peu constitutionnaliste, c'est qu'il faudrait peut-être, Hegel disait, il faut apprendre aux gouvernants ce qu'est l'État, voilà, à penser l'État. Il faudrait peut-être apprendre aux députés ce qu'est le Parlement. Je suis extrêmement frappé de voir à quel point les parlementaires français ignorent le pouvoir qu'ils ont. En fait, tout ça ne fonctionne que parce que les députés ont peur. Quand ils cessent d'avoir peur, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. C'est-à-dire que la majorité des députés dit au président de la République, désolé, vous avez juste présidé, mais le gouvernement, c'est nous. Ou plus exactement, le gouvernement, c'est celui que nous soutenons, comme en Allemagne, comme en Angleterre, etc. Ça ne veut pas forcément dire que tout est beaucoup plus démocratique, mais ça veut au moins dire qu'il y a un peu plus d'un homme qui décide. Angela Merkel ne décide pas tout toute seule. David Cameron n'en est pas très loin au Royaume-Uni, mais nous sommes encore au-delà du Royaume-Uni, dans la centralisation du pouvoir et dans la personnalisation. Donc là, une des questions qu'il faut poser, c'est quand on élit un député, c'est pas pour qu'il se couche. Enfin, je suis désolé de le dire de manière un petit peu simpliste, mais quand on élit un député, c'est pas pour qu'il fasse semblant. C'est pour qu'il assume vraiment son pouvoir. Et c'est une vraie question à poser, c'est-à-dire que je pense qu'il faut demander dans les élections des engagements aux candidats là-dessus. Sur non seulement je viendrai m'expliquer devant mes électeurs en cours de route, mais je suis là pour voter la loi et pas pour faire ce qu'on m'a dit quand on m'a recadré. François Hollande avait dit « Jamais je ne convoquerai les députés de la majorité à l'Élysée comme le faisait Nicolas Sarkozy ». Il l'a déjà fait 3 fois. C'est pas, je ne dis pas « Oh, le vilain traître », c'est la fonction qui fait ça. C'est la fonction monarchique. Les autres choses sur ce que la Ligue, ce sur quoi la Ligue insiste depuis très longtemps, c'est la question du rééquilibrage des pouvoirs. C'est-à-dire, ce que je disais sur la Cour constitutionnelle, nous avons vraiment besoin d'avoir une Cour constitutionnelle qui garantisse les droits et libertés, surtout maintenant qu'il y a la question prioritaire de constitutionnalité, qui est importante pour la défense des droits. On a besoin de juges indépendants pour le faire. On a également la question du statut des magistrats et de l'indépendance du parquet, qui est une question fondamentale. Et puis, je dirais globalement, notre principale revendication, c'est qu'on respecte la Constitution. La Constitution, elle dit que le président de la République ne doit pas être un président gouvernant et un monarque. De Gaulle avait instauré un système dans lequel il disait « je fais tout moi-même, mais je suis responsable à chaque scrutin devant le peuple ». On a assez critiqué les référendums, plébiscites, etc., mais c'était un système de responsabilité populaire directe, le présidentialisme à base populaire. Depuis que De Gaulle est parti, aucun président ne fait ça. Quand les présidents sont battus, ils restent. Ça fait des cohabitations, ou bien il y a des scrutins locaux, mais c'est pas grave, etc. On change 1 ou 2 ministres et on continue. Donc il n'y a plus de responsabilité devant personne. Et une des vraies questions que nous avons devant nous, c'est de construire des responsabilités politiques. Moi, je pense que ce qui nourrit la contre-démocratie, c'est une conscience qui est très juste chez les citoyens que le pouvoir n'est plus responsable. C'est-à-dire que le président de la République qui décide de l'essentiel n'est responsable ni devant les députés, ni devant les citoyens. Et donc nous avons à construire du partage du pouvoir et de la responsabilité. Juste un mot sur la démocratie locale. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre-Roland Vallon sur la gestion et l'absence de péréquation. Sauf que maintenant, on a, me semble-t-il, dans beaucoup de pays européens, des questions sur la péréquation elle-même et sur la redistribution elle-même. Pas d'ailleurs dans les mêmes termes. Je veux dire, la Ligue lombarde le dit dans des termes détestables par rapport aux Italiens du Sud. Pour la Catalogne, c'est déjà un peu plus compliqué, mais c'est quand même la région la plus riche qui rêve d'autonomie. Mais si vous regardez ce que disent les Écossais, c'est très différent. Les Écossais, ils veulent sauver la redistribution. Ce qui fait la fortune du parti indépendantiste écossais, c'est qu'ils ne veulent pas du thatcherisme. Et que donc, ils veulent un système d'action sociale, d'action éducative, de gratuité des universités qu'ils ont en Écosse. Et donc, on a aujourd'hui pas seulement des questions de gestion locale à démocratiser, mais des questions de à quel niveau est-il légitime qu'il y ait de la redistribution et de la solidarité. Et je pense que ce que j'ai tout à l'heure, c'est que les États qui, historiquement, avaient le pouvoir de dire l'égalité, c'est entre Français ou c'est entre Allemands, et donc la mutualisation, c'est à ce niveau-là, ils l'ont de moins en moins. L'État belge a encore la sécurité sociale au niveau fédéral, mais je ne suis pas sûr que ce sera encore le cas dans 10 ans. Donc on a aussi les questions de retrouver les niveaux territoriaux de légitimité partagés et de mutualisation partagée.